Ça parle vélo, ça parle cyclisme, hein. C'est le coup tordu, le fameux podcast des passionnés pour les passionnés, série d'épisodes consacrés au Giro 2025. Dans l'épisode précédent, le 285e, avec la Tib et avec Phoenix, on vous a fait un épisode consacré aux électrons libres, hein, les fameux électrons libres indispensables pour dominer les jeux de fantasy en ce Giro 2025. Encore dans l'épisode précédent, avec toujours la Tib et Phoenix, on vous a fait le parcours, hein, les contours de ce Giro 2025, et on vous a donné nos favoris, on vous a donné nos pronostics pour ce Giro. Là, on se retrouve pour un 286e épisode du coup tordu, épisode consacré à nos pronostics pour le maillot cyclamen. Et puis on va attaquer tout de suite, Enzo, avec le règlement. Bon, on peut dire au niveau du barème des points, il y a rien qui bouge par rapport à d'habitude. Oui, tout pareil. Il y a pas de changement. Depuis une dizaine d'années, on est sur le même type de barème, et du coup qui favorise les sprinters. D'accord. Là, on va donc les étapes sont toujours répertoriées en 3 catégories: basse difficulté, moyenne difficulté, haute difficulté, inclus les chronos. Basse difficulté, c'est 50 points au vainqueur de l'étape, moyenne 25, et basse difficulté plus chrono 15. Donc il y a une très grosse différence entre les étapes de basse difficulté, donc les sprints en gros, et les étapes de moyenne difficulté. C'est 2 fois moins de points pour le vainqueur. C'est pour ça que les sprinters sont avantagés, et que le maillot revient depuis 10 ans toujours à un sprinter. Et ça ne devrait pas changer cette année. Alors Thibaut, la question que j'aime bien te poser avant un grand tour ou avant un tour d'une semaine, et c'est ta spécialité. Pour toi, quelle est l'équipe qui vient avec le meilleur train, sachant qu'au moment où on enregistre le podcast, on a l'intégralité des start lists, sauf 2 équipes qui n'ont pas encore été officiellement confirmées, à savoir les IF et les Alpecin. Qu'est-ce qui te plaît au niveau moi j'ai l'impression qu'il n'y a rien au niveau des trains, il y a rien de dantesque en fait. Visma, c'est pas mal, hein. Enfin, c'est pas un gros train, mais oui. Affini pourrait faire. C'est le meilleur. Oui, c'est le meilleur. C'est le meilleur des trains. Oui. C'est sûr que le duo Van Aert-Koy, il risque d'être pas mal. Le meilleur des trains. Après, faut qu'il y ait le grand Van Aert. Mais avec la puissance d'Affini, là, t'as ce qu'il faut. Après, honnêtement, en termes de sprinter, PP et P2, la Tudor aussi, c'est pas mal. Hein. Ouais, le problème, c'est qu'il n'y a pas de sprinter, quoi. Tu fais Gisela. Tu l'accompagnes quand même de Krieger, Pluimers. Il y a quand même du séduisant là-dedans. Gisela, il a. Alors après, oui, il a Tour de Romandie. C'était un prologue. Sur Tirreno, il va chercher une 2e place, effectivement. Qu'est-ce qui se passe, Enzo, avec Alberto Dainese? Là, ça pue la merde un peu cette histoire, non? Aucune idée. Je sais pas du tout. S'il veut venir chez Polti, il y a de la place pour trouver un vrai sprinter. Moi, ce qui tourne en off, c'est que ça se passerait. Alors, il va être sur les 4 jours de Dunkerque. Ce qui se tourne en off, c'est que ça se passe très mal du côté de la Tudor. Et info de Thomas qu'il a donné dans les Discord. Pour lui, Groenewegen serait, je sais pas si vous avez vu cette info-là, mais Groenewegen serait à la Tudor l'an prochain en lieu et place de je sais pas si, voilà, je l'ai vu de Thomas, il a peut-être, ça a peut-être été publié quelque part, mais en tout cas, voilà, il y a la rumeur Groenewegen ouais. Le mec qui s'est fait fumer 4 fois en 4 sprints par Moschetti, c'est ça? Cette année? Putain, Moschetti, il est chaud. Mais il est là, Moschetti, d'ailleurs? Ouais, il est là. Ah ouais, j'avais pas pensé à lui, mais pareil, hein, la Q36.5, c'est pas non plus, c'est pas vilain non plus, hein, comme train. Je pense qu'il en claque une. Moschetti, je pense qu'il en claque une. Ouais, il y a moyen, ouais. Ouais, il en claque une. Ouais. 100%. Ouais. Alpecin, alors pour l'instant, c'est une pré-liste, mais Alpecin, c'est pas non plus vilain. Ouais, non. C'est pas impressionnant, mais c'est pas vilain. Soudal, le problème, c'est Groves. Le problème, c'est Groves chez Alpecin. Sprint un peu reculon, quoi. Il a jamais aussi bien passé les bosses. Alors oui, mais bravo à lui. Mais maintenant, il va falloir sprinter, c'est ça le problème. Ouais. C'est vrai. Non, Alpecin, je le descends un peu dans la hiérarchie parce que
les profils se valent, mais honnêtement, Soudal est beaucoup plus séduisante sur le papier. Le duo Lamperti-Luc, Luc Lamperti, Paul Magny, on connaît. T'accompagnes ça avec un Ethan Hayter et la puissance d'un Joseph Cerny et d'un Mattia Cattaneo. C'est un train vachement homogène. Ouais. Pas mal. Après, un que j'ai un peu hâte de voir, surtout sur les étapes un peu compliquées, c'est Govekar de Bahreïn. J'aime bien la force brute que le mec dégage. Avec Pasqualone en PP, ça peut être pas. Pasqualone, c'est un bon PP. Hein. Il est plutôt bon sur le placement pour lancer. Ça peut être pas mal. Ah, c'est un très bon PP, Pasqualone. Très bon. Ouais. Ça a été un des meilleurs du monde il y a encore 2-3 ans. Bon, là, il prend un peu d'âge, mais il est chaud. Intermarché, il était pas mal. Ouais. Il me semble il y a 2-3 ans. Mais Govekar, je suis curieux. En fait, j'ai l'impression qu'il frappe à la porte. Tu vois, il est là. Il manque juste le petit déblocage. Il manque 7 victoires pour le faire passer un petit peu au-dessus. Mais je pense qu'il a quelque chose dans les jambes. Alors pas sur ce Giro, en tout cas pas la victoire, mais je pense qu'il peut faire quelque chose. Les décathlons, c'est pas mal aussi, Thibaut, là, Dorian Godon, Van Dramé, et puis Sam Bennett à la pointe. À chaque fois, Sam Bennett, on dit qu'il est cramé, mais finalement, il nous fait un peu mentir. C'est pas si moche que ça, Sam Bennett. Ouais, non, c'est un train aussi qui a de la patte. Un peu comme les Movistar, hein, j'ai envie de te dire. Non, il y a des trains qui sont... Ah ouais, Louis Solar, ouais. Ah, lui, c'est relativement... Il y a des trains qui sont assez corrects, tu vois. Il y a 3-4 éléments et ça se tient. C'est pas des... Et puis les sprinters qui sont censés être au-dessus sont pas forcément ceux qui sont le mieux accompagnés. Voilà. Alors la Lidl, c'est pas mal aussi, mais bon, Søren Kragh Andersen qui revient de maladie. À voir où il en est. Ouais, sur un sprint, disons classique, plat, sans une étape sans grosse difficulté, une arrivée classique sur le plat. Pour revenir sur Bennett, moi je pense que derrière Coy, c'est sur le papier le deuxième meilleur sprinter. Ah oui, si on est sur du plat, plat pur, ouais. En côte, hein, on l'a vu. Alors, je sais plus c'était quoi la course, là, qu'il allait gagner genre 1 kilomètre en côte comme un gros bourrin, donc il est capable de le faire aussi. Il y a le mois dernier, je me souviens plus, je suis désolé. Oui. Il faut retrouver, si on me laisse 3 secondes, sur le Tour du Pays de la Loire. Ouais, exact. L'étape est arrivée en côte, boss, ouais. Et il avait battu Ulig. Ouais. C'est vrai, il s'était bien donné. Non, honnêtement, Bennett. Alors, pour le cyclamen, je pense que ça va être un peu trop compliqué. Sur du plat pur, Enzo, moi, je mets quand même Moschetti devant. Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être. Moschetti, il est dans la forme de sa vie. Hein. C'est jamais... Pareil. Alors après, là, si on parle d'une étape, c'est possible. Dans la lutte au cyclamen, Moschetti, je crois que ça doit être peut-être son 2e ou 3e Giro. Il a jamais fait mieux qu'un top 5, je crois, sur une étape. Même s'il est dans la forme de sa vie, je sais pas où il en sera en 3e semaine. Tu vois. Donc, pour le cyclamen, ça me paraît compliqué. Bennett passe plus si bien le dénivelé que ça. Alors, il est capable d'encaisser quand c'est relativement court ou sur le final. Après, si l'étape est un peu trop difficile, un Coy et un Groves, par exemple, pour moi, plus à même de bien figurer à la fin. Donc pour le cyclamen, ça me paraît compliqué. Thibaut, t'as un prono, toi. Alors je rappelle encore une fois, jouer avec excès comporte des risques. On n'est pas obligé de mettre de l'argent pour chercher à savoir qui sera le vainqueur. Et si on le fait, on joue en management de bankroll. Thibaut, toi, est-ce que t'as un nom pour le maillot cyclamen ? Ça me semble être un tout droit pour Mats Pedersen. On est d'accord. C'est le mec qui sait maximiser à mort les sprints intermédiaires, qui sait aller de l'avant pour aller chercher les points, un peu comme Peter Sagan le faisait à la grande époque, et puis même un Sam Bennett l'a fait à un moment, à son prime. Mais c'est le mec qui potentiellement sera le plus régulier à peu près sur tous les profils. Entièrement d'accord. Moi, c'est pris 0,25% de bankroll. Alors, on peut le trouver à 2,50 au mieux sur certains sites. Van Aert, 2e favori pour le cyclamen, sachant qu'il va pas faire les sprints massifs. Il y a peu de chances qu'il les fasse. Je suis quand même assez surpris. De le trouver 2e favori à 5. Je pense que c'est sur son nom. Faire 2e du maillot cyclamen sans faire les sprints massifs, je suis pas vraiment d'accord. On a Callum Groves en 3e à 6,50, Olaf Koy après à 7,50. J'aurais plutôt inversé Koy et Wout van Aert en réalité.
bien Coy. Coy est là, ouais. Alors pareil. Coy, il peut être à court de préparation. Ouais. Pour moi, c'est lui qui l'amène. Hein. Ouais, je disais, pour moi, sur les cotations, j'aurais plutôt inversé Coy et Van Aert, quoi. Coy, il revient de blessure aussi, hein, Thibaut. Ça, on risque pas d'avoir du grand Coy sur le Giro. On va voir comment, tu sais, un sprinter, c'est là aussi pour finir les étapes, et les étapes auxquelles il prétend, il peut quand même les passer et être au-dessus un peu de la mêlée. Donc je m'inquiète pas non plus trop pour Coy. Ce qui serait plus inquiétant, ce serait de voir comment se comporte son lead-out, notamment dans les derniers hectomètres, où on a vu Wout van Aert, pour frotter, c'était pas forcément le meilleur des éléments. Et surtout que le train de Coy est pas non plus le plus fourni, on va dire. Donc Wout van Aert, faudra qu'il soit très grand pour la. Mais moi, si je devais prendre un truc, honnêtement, le match-up Paul Magnier contre Wout van Aert et Paul Magnier à 4, je suis presque tenté de le prendre, en fait. On risque pas. Alors oui, voilà. Wout van Aert va vouloir être en chasseur d'étapes, aller chasser des étapes, mais c'est pas non plus les étapes qui rapportent le plus. Paul Magnier, il a accompagné, et notamment de Luc Lamperti, mais au vu de la classe qu'il nous a montré, à voir. Hein. C'est vrai que si jamais dans les sprints massifs, là où il y a beaucoup de points, on a Paul Magnier qui commence à nous faire des top 5. Si en plus Paul Magnier commence à jouer un petit peu, à se prendre au jeu des sprints intermédiaires, moi je vois pas pour quelle raison Wout van Aert, en dehors des moments où il va se retrouver en échappée, parce qu'il va être en échappée, je vois pas ce qu'il va aller foutre sur les premiers sprints intermédiaires. Parce qu'on voit souvent sur les sprints intermédiaires en première semaine du Giro. Non mais le maillot, il s'en bat les couilles. Le maillot, il s'en bat les couilles. Lui, ce qu'il veut, c'est être porteur du maillot rose et aller chasser des étapes. Mais du coup, sur du moment où il a ces objectifs-là, le maillot cyclamen, c'est au revoir. Pour moi, Wout, il a plus de chances. Je serais pas surpris de le voir mieux classé au maillot de la montagne qu'au maillot cyclamen. Ça, par contre, c'est possible, oui. C'est parce que pas oublier, sur la dernière Vuelta, au moment où il arrête, il a les deux maillots sur les épaules. Il a le cyclamen et il a le maillot. Écoute, moi je vais le prendre, ça me plaît bien. Classement par points, donc le match-up Paul Magnier, effectivement à la vue du train devant Wout van Aert. Alors sur le book ref, c'était à 4. Moi je l'ai à 2,98. Bon, ça me semble quand même valu. On va mettre un petit 0. Allez, 0,15% de bankroll. Voilà, 0,15% de bankroll. Alors j'avoue, c'est un peu... va falloir vraiment que Paul Magnier nous claque des points sur les gros sprints. Mais c'est vrai qu'à la vue de son train, ça paraît pas mal. Donc Mats Pedersen, 0,25% de bankroll, cote à 2,50. Toi Enzo, il y a un nom qui te... Moi, je vais vous poser une question avant de donner mon nom. Vas-y. On va avoir 6 sprints plats, genre sans vraie difficulté à la fin. Sur ces 6 sprints, pour vous, Coy en remporte combien? Sur les sprints plats, vraiment genre un truc où il n'y a pas de complications dans le final. On en a 6. Encore une fois. Quelle version de Coy on a? Ouais, voilà, il revient de blessure. Si c'est du grand Coy à son prime, il en claque 3. Le truc... mais pour moi, il n'a pas besoin d'être à son prime pour en claquer 3. À son prime, c'est 4 ou 5. Parce qu'il n'a pas de concurrence. Faut pas oublier que Coy n'a pas normalement de concurrence sur ce Giro en tant que sprinter. Ton Moschetti, il est chaud, Enzo. Moschetti, je crois qu'il a battu le record du kilomètre le plus rapide de toute l'histoire des sprints. Oui, mais c'était en faux plat descendant et il y avait Van Do. Mais quand même. Moi, sur ce que j'ai vu de Moschetti depuis le début de la saison, il a rien à... Ça dépend de Van Aert aussi. Mais moi, la seule interrogation que j'ai, c'est que la Visma a mis très longtemps avant de donner sa start list. Et j'ai l'impression que l'interrogation, elle était sur Olaf Koy. Et s'ils le mettent, c'est qu'au final, c'est que c'est bon. Ouais, mais maintenant, est-ce qu'ils viennent pas le mettre alors, il a plus couru depuis Gand-Wevelgem, quand même, c'était le 30 mars. Est-ce que l'idée, c'est pas de lui dire, écoute, tu nous fais quelques sprints, tant qu'il y a des sprints à faire, et puis deuxième journée de repos, tranquille, tu rentres à la maison.
alors que le mec va quitter l'équipe pour partir chez Decathlon l'année prochaine. Tu crois vraiment qu'il l'aurait pris sur le Giro juste pour faire de la figuration? Pas faire de la figuration, mais s'il gagne une étape ou 2 étapes, et qu'est-ce qu'il va aller foutre sur la 3e semaine s'il n'est pas classé au cyclamen? Quel intérêt Mais attends, tu gagnes 2 étapes, tu as 100 points. Tu gagnes 2 étapes, tu as 100 points. C'est ça qu'il faut comprendre. La différence de points accordés entre une étape de basse difficulté et de moyenne difficulté, c'est du simple au double. La différence est énorme. C'est-à-dire que les sprints intermédiaires valent beaucoup moins que sur un Tour de France, sur le Giro. Beaucoup moins. Et si Pedersen sort pour aller se prendre des sprints intermédiaires, c'est bien, mais il aura qui au cul? Van Aert. Voilà. Donc il prendra même pas les 12 points. Et Pedersen, sur les 6... Comment ça, il prendra pas les 12 points? Non, moi, je pense que Van Aert peut-être. Je vois la logique d'Enzo. C'est-à-dire que Van Aert pourrait faire chier Pedersen pour protéger le maillot d'Olafkoy. Ouais. Et pour moi, Pedersen, là où il a un avantage au sprint sur un Van Aert, c'est sur un final d'une course compliquée. En milieu d'étape, Van Aert, pour moi, reste plus rapide qu'un Pedersen. Mais Pedersen, on n'est pas sur un foudre de guerre. Hein. On n'est pas du tout sur un foudre de guerre au niveau du sprint. Il foudroie ce bout de Van Aert. Mais pas du tout. Pedersen. Il l'a foudroyé toute la saison. Il l'a foudroyé toute la saison. Non, attends. Là où il le bat, c'est sur Paris-Roubaix et sur le Ronde. Donc, ce que j'ai dit, à la fin d'une course longue et très difficile. Là, je suis d'accord. Au niveau de la fraîcheur, il le bat. Sur un sprint intermédiaire en milieu d'une étape, moi, je mets Van Aert devant. Non. Ah, je mets l'avis. Ah ouais, moi, je mets Van Aert devant. Non. Soit, mettons, allez. Même si Pedersen est devant. Sur les 6 sprints tout plat, Pedersen, vous le mettez où en règle générale? Top 3. À peu près. Top 3. Top 3. 3 ou 2? Régulier, top 3. Il est top 3. Ça dépend. Ok, donc, ça dépend. Mais, ok, donc top 3 sur les 6. Top 3 sur les 6, quoi qu'il arrive. Oui, je pense qu'il peut en gagner un, au pire il fait 5. Alors attention, parce que la différence de points entre le premier et le 5e, elle est énorme. Pour moi, un Pedersen n'est pas un régulier top 3, à la différence d'un Koy. Sur les 6 sprints, ils vont rapporter 50 points vainqueurs. Moi, je pense que Pedersen, pour moi, le problème, c'est qu'il arrive dans la forme de sa vie. Il y a trop d'interrogations aussi. Et au-delà d'arriver dans la forme de sa vie, il est colère de ne pas avoir été sélectionné pour le Tour de France et d'avoir été un peu mis à la porte avec au profit de Milan. Faut pas se mentir. Il y a ça. Oui. La prépa, elle est parfaite. Mais le train de Koy, quoi. C'est un mec qui est dépendant, qui a montré quand même qu'il était. Attends, on l'a déjà vu. Le nombre de fois il s'en est sorti à faire des podiums juste avec un pauvre Van Dijk qui le remonte en 20e position à 1 kilomètre. Il sait le faire. Et Pedersen, moi je l'ai vu cette année se faire battre sur des étapes au sprint un peu pourrave par Jannier et Hugo Page. Enfin, je suis désolé. Pour moi, Pedersen n'est pas un régulier top 3. Sur un sprint tout plat, je mets Koy devant, je mets Bennett devant et Moschetti au moins une fois sur 2. Ah, moi je mets Bennett derrière. Moi. Je pense que tu le sous-estimes. Je pense que tu sous-estimes parce que honnêtement, pour moi, le classement, Koy, non, je le mets pas. Honnêtement, sur les 6, je lui en donne 2. Je lui en mets 3. Mais je lui en mets 3. Et les trois autres. Mais c'est pas suffisant. Mais c'est pas suffisant pour. 150 points. 3 victoires, c'est 150 points. Oui, mais face à un Mats Pedersen, c'est pas suffisant. Mais Pedersen. Déjà, Pedersen, il gagne le premier, 35 points. Van Aert, il gagne le premier. Non, mais la première étape, on en reparlera, mais première étape, sprint à combien? 50, 60? 35. Ouais, non, mais je veux dire combien de coureurs à l'arrivée sur la première étape? Ouais, possiblement, oui. Groupe de 50, va falloir frotter, Van Aert, il frotte plus. Pedersen, sans réfléchir. On verra. Mais par contre, quand tu regardes les points attribués sur les étapes de sprint, le premier c'est 50, et déjà rien qu'au troisième, tu arrives à 25. C'est du simple au double avec juste 2 places d'écart en étant sur le podium. Et 25 points, c'est le nombre de points que va rapporter la première étape et la troisième. Donc en gagnant, même si Pedersen gagne la première et la troisième, il suffit d'une victoire à Koy pour revenir, pour vraiment lui coller au cul sur une étape de sprint. On rajoute que Pedersen va aussi prendre des points sur les contre-la-montre. Oui, mais enfin, il va prendre des points sur les 2 chronos. Alors pas beaucoup, mais il va en prendre. Donc il va faire top 10 sur les 2 chronos? Il peut faire top 10 sur les 2 chronos. Ok, s'il fait 10e sur les 2 chronos, il va prendre 2 points.
il aura 2. Eh ben, ça peut jouer à 2 points. Mais d'accord, peut-être. Non, mais je pense pas. pour moi, Coy sur la prépa, je le vois à quel moment Coy sur sa prépa, à quel moment il a fait de la montagne en course. Voilà, généralement, on sait que les sprinteurs à un moment donné, quand ils font un grand tour et qu'ils vont au bout d'un grand tour, à un moment donné, t'as toujours un passage en montagne sur un tour d'une semaine. Tirreno, est-ce qu'il y a eu de la haute montagne cette année? Pas vraiment. Avec une seule étape de montagne. Pas de côté. Voilà, bon, bah, il a fait Oman. Pour moi, c'est au niveau de même si, voilà, tu peux avoir raison sur sur l'état des forces, sur le rapport des forces au niveau des sprints. Faudra vraiment qu'il ait une putain d'avance avant la 3e semaine pour s'accrocher pour aller au bout du Giro. Après, ça peut, on l'a déjà vu. Donc toi, Enzo, tu pars sur le maillot cyclamen pour Olaf Koy. Ouais, et surtout, au-delà de Koy, pour moi, c'est juste que Pedersen n'est pas un régulier de top 3 sur un sprint massif. C'est surtout ça. Un grand merci à tous pour ce 286e épisode du Coup Tordu. Toujours une série d'épisodes consacrés au Giro 2025. Alors ce n'est pas fini, il y a encore 2 épisodes que vous allez retrouver sur vos plateformes de podcast et également disponibles sur la chaîne du YouTube du Coup Tordu. Il y en a qui sont sur Apple, sur Deezer, sur Spotify, mais il y en a aussi qui sont sur la chaîne YouTube du Coup Tordu. Donc le 287e épisode qui va arriver juste derrière, un épisode consacré au classement de la montagne, le fameux maillot Azzurro que vous retrouvez immédiatement sur vos plateformes de podcast.